Nous recevons, chers internautes, dans cette dernière partie de matinale, notre ami correspondant en Extrême-Orient, en Chine même, Laurent Michelon, l'auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, qui a été réédité en 2024 dans une nouvelle version augmentée et publiée la même année par un éditeur en Chine d'ailleurs. Ce qui est une très bonne chose, que la pensée de Laurent Michelon puisse petit à petit s'étendre et soit connue du plus grand nombre. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir à nouveau. Et merci d'avoir répondu au pied levé. Ça, j'aime bien avoir la chance de pouvoir compter. Avec Raphaël, nous aimons pouvoir compter sur des personnes fidèles et qui, d'un jour à l'autre, sans qu'on travaille et qu'on se casse la tête sur un calendrier pendant un mois, pour vous recevoir. Donc, vraiment, merci de vous être rendu disponible si vite, Laurent Michelon. Je vais, pour ce qui me concerne, poser une simple question et je laisserai ensuite Raphaël terminer parce qu'il vous apprécie particulièrement, il a plein de questions à vous poser, et vous cuisinez jusqu'à ce que vous jugerez utile l'un et l'autre de le faire. Peut-être quand même vous poser la question tout de suite de qu'est-ce qui s'est passé, mais comment est-ce possible? On nous disait, alors, des gens comme vous ou quelques autres experts et très peu de géopolitologues disaient que plutôt que de s'occuper, les Occidentaux, plutôt que de s'occuper de la Corée du Nord, ferait bien de voir ce qui est en train de se passer en Corée du Sud parce que c'était en train de bouillir. La cocotte minute était en train de monter en pression, ce que, évidemment, on ne nous disait pas. Donc, c'est une information qui tout. Et ça, c'est à méditer pour nos auditeurs, nos internautes. C'est la chance d'avoir des médias tels que Géopolitique Profonde, c'est-à-dire qu'on alerte bien en amont de problèmes qui peuvent surgir, où on se dit le ciel nous tombe sur la tête de nos ancêtres les Gaulois, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Or, vous aviez déjà averti sur la tension qui régnait au sein même de la Corée du Sud, sans parler des conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe, Laurent Michelon? Alors effectivement, avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé en une nuit, en fait, puisqu'il y a eu la loi martiale a été imposée pendant 6 heures, mais bon, ça c'est déjà fini, l'armée est rentrée dans les casernes. Mais il faut voir un petit peu qu'est-ce qui a mené à tout ça, en fait, à cette situation de cocotte minute dont vous parlez. C'est en fait la situation géopolitique de la Corée du Sud dans la région. Il faut savoir, pour faire une analyse sérieuse de la question, il faut pas avoir peur de dire que la Corée du Sud est un État vassal des États-Unis. Il y a 38 000 soldats américains en plein centre-ville de Séoul. Il y a des sous-marins nucléaires qui sont stationnés à Busan. Voilà, donc il y a une occupation militaire depuis 1945 qui est évidente. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard de l'occupation entre guillemets, mais c'est effectivement la pression en fait américaine sur la Corée du Sud pour s'inscrire dans tous les théâtres en fait d'opération de l'hégémon, ce que j'appelle l'hégémon anglo-américain dans le monde, qui finissent par mettre la pression sur le gouvernement de la Corée du Sud. Le président est un président comme tous ses prédécesseurs depuis les années 80, et c'est la même chose au Japon et dans d'autres pays asiatiques. C'est un président, c'est un gouverneur en fait, puisqu'il il met en place les décisions qui sont prises aux États-Unis. Et en fait, le contexte géopolitique a évolué depuis quelques mois. En fait, on voit que au mois de juillet, le président Yoon s'était rendu en Ukraine, où il avait fait la promesse de vendre des armes létales à l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Et puis, entre-temps, la Russie a signé un accord militaire avec la Corée du Nord, ce qui fait que ça a rendu la question de la Corée du Nord beaucoup plus difficile à gérer, beaucoup plus dangereuse pour le gouvernement sud-coréen. En même temps, Trump a été élu. Alors même s'il n'est pas encore au pouvoir, il a déjà déclaré qu'il voulait mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et donc ça fait que c'est encore plus saugrenu maintenant pour la Corée du Sud de vendre des armes létales à un des deux belligérants, puisque le conflit devrait s'arrêter. Donc ça sert à rien de se mettre, on va dire, la Russie encore plus à dos maintenant, alors que le conflit est quasiment terminé et que le prochain président a dit qu'il mettrait fin au conflit. Donc ces deux éléments-là principaux. Alors en plus de ça, il faut savoir que comme tous les présidents dans les États vassaux des États-Unis et de l'OTAN, c'est un président qui a été élu en 2022
vraiment sur le fil du rasoir. Il a été élu avec une toute petite, un tout petit plus de votes par rapport à son opposant, le chef de l'opposition justement, qui était très impliqué hier soir dans les événements. Depuis, donc ça fait qu'en plus de ça, le Parlement coréen, sud-coréen, l'opposition est en majorité au Parlement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement n'arrive pas à gouverner en cohabitation. En fait. Et donc, tout ce qu'il a essayé de faire depuis que les États-Unis essaient de forcer la vente d'armes létales, le Parlement le bloque. Il y a plusieurs procédures de mise en accusation et en destitution, aussi bien du président que de sa femme, que de grands juges, que de membres du gouvernement. Donc, il y a vraiment quelque chose dont les médias occidentaux ne parlaient jamais, mais c'est un gouvernement qui n'arrivait pas à gouverner. Donc, toutes les promesses, les États-Unis pouvaient tordre le bras comme ils voulaient, ça ne passait pas. Et donc, ce qui se passe là, on va résumer ça en un mot, c'est ce qui s'est passé hier soir, c'est un 49-3 en fait sous stéroïdes, puisque en fait c'est l'armée qui a embrayé tout de suite dès qu'il y a eu la loi martiale. C'est l'armée a occupé les rues, a fait interdire elle a mis sous tutelle, on va dire, les médias. Elle a fait interdire les rassemblements aussi bien de la population que des partis politiques. Donc c'est une espèce, c'est pas un coup d'État parce qu'on ne fait pas un coup d'État contre soi-même qui est au pouvoir. Derrière, ce sont les États-Unis, parce qu'il faut bien savoir que quand l'armée est dans la rue en ce moment depuis les années 80, on parle de l'armée des États-Unis, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne parle jamais, c'est que le commandement militaire coréen est sous tutelle d'un général 4 étoiles américain. C'est son subordonné qui est coréen. Le numéro 1 est américain, et ça, c'est depuis 1978. Donc, il est impossible que les États-Unis, comme ils font semblant maintenant, comme ces espèces de 49-3 sous stéroïdes a échoué, maintenant, ils disent on ne savait pas ce qui se passait, on n'a pas été prévenus, on est très inquiet pour la situation sur le terrain, mais il était impossible que l'armée américaine ne le savait pas, parce que c'est elle qui est aux manettes en Corée du Sud. Donc voilà, et ça a été une tentative en fait de se débarrasser de tous ses opposants politiques d'un coup, ensuite donc faire annuler toutes les procédures de destitution contre lui, sa famille et ses sbires au pouvoir, et ça a échoué. Voilà. Donc l'armée est rentrée dans ses casernes, et maintenant, apparemment, il est évident qu'il n'est plus le président de la Corée du Sud, puisque le Parlement a voté à l'unanimité, l'unanimité des votants, mais à l'unanimité l'annulation de la loi martiale, et même son parti, c'est-à-dire même le parti politique dont il est issu, dès les premières heures, on dit il est hors de question que cette loi martiale est illégale, il est hors de question que ça passe, et tout de suite le Parlement s'est réuni, et aussi bien l'opposition que son parti à lui ont décidé d'annuler cette loi martiale. Donc c'est une espèce de tentative de coup de force, un petit peu maladroite, un petit peu bâclée, mais comme on le voit de plus en plus un peu partout dans le monde, c'est que l'hégémon anglo-américain essaye de resserrer les vis de tous ces vassaux, mais ça part un peu dans tous les sens, c'est bâclé, on se retrouve avec de plus en plus de gouvernements populistes qui sont élus, ils essaient de les faire annuler par les cours constitutionnels, ça marche pas, enfin bon voilà, on se rend compte que tout ça est un peu bâclé, mais il faut s'attendre à une multiplication de ce genre de choses, et y compris dans le reste de l'Asie. Taïwan, on voit que c'était passé la même chose, on n'en a pas parlé non plus, mais à Taïwan, il y a quelques mois, oui. Le nouveau président, qui est indépendantiste, excusez-moi, le terme exact est représentant des autorités taïwanaises, a donc été élu. Il était lui aussi en minorité au Parlement. Lui aussi, les sondages d'opinion sont en chute libre. Il est passé de 60% de taux de satisfaction à 40%. Et lui aussi, donc, le Parlement s'était voté des lois, des droits supplémentaires on va dire, de surveillance sur le gouvernement, sur l'armée. Et c'est la Cour constitutionnelle de Taïwan qui a déclaré invalide, inconstitutionnelle, la décision du Parlement de se donner plus de pouvoir de surveillance au gouvernement. Donc, on va dire, en Corée du Sud, ça s'est passé de façon plus brutale, avec la loi martiale, l'armée dans la rue, des choses comme ça, beaucoup plus télégénique, on va dire. Mais il s'est passé exactement la même chose à Taïwan il y a quelques mois, complètement sous silence. Je ferai juste deux observations pour ma part, pour conclure, en ce qui me concerne, avant que Raphaël ne revienne. C'est de ce que vous dites qui est sidérant et en même temps extrêmement intéressant, c'est que, ça branle franchement dans le manche, dans l'hégémon anglo-américain,
Ça, c'est quand même assez inimaginable. On ne pensait pas que ça puisse, qu'à ce point, il y ait finalement une perte d'influence et surtout une opposition qui ne cesse de, ce qu'on appelle en Europe, par exemple, un réveil des peuples. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est bonjour la démocratie, bonjour l'Occident démocratique qui fait la guerre dans le monde entier pour la démocratie. c'est, Exactement. mais c'est digne du coup de Prague. Hein. C'est des trucs c'est la même chose. C'est du jour au lendemain, on décide, voilà, parce qu'il y a une opposition qui déplaît, on envoie les militaires, on provoque la loi martiale. On se croirait en 56, en 68, dans l'ancien bloc de l'Est. Exactement. Et il faut voir que justement, c'est ce qui se passe dans la région en Asie. Je parle de ce que je connais mieux. C'est en Asie, les États-Unis qui parlent de démocratie et qui font la guerre absolument partout dans le monde au nom de la démocratie. Ce sont les États-Unis qui soutiennent des régimes militaires dictatoriaux, brutaux, comme c'était le cas en Corée du Sud jusque dans les années 80. Il n'y a plus de gouvernement militaire depuis les années 80. Mais on voit que dès que la démocratie ne se passe pas comme ils l'entendent, la junte militaire peut très rapidement revenir au pouvoir. Et c'est la même chose en Thaïlande. Et c'était la même chose, ça a été la même chose à Taïwan. Taïwan, il faut bien se rappeler que Chiang Kai-shek, c'était un dictateur, hein, c'était pas un démocrate. Donc les États-Unis, voilà, c'est la démocratie, c'est une arme en fait pour attaquer les États qui ne leur sont pas soumis, mais chez leurs vassaux, et ça on le voit en Géorgie, on le voit même en Roumanie, on le voit même en France, hein, avec 2005 le vote sur la Constitution européenne. Quand les peuples ne votent pas correctement, la démocratie, on piétine les principes de la démocratie pour faire que les gens votent correctement ou que le gouvernement soit, on va dire, compatible avec les gémons anglo-américains. Ben, c'est un drôle de sujet de méditation pour nous, parce que quand on est mis sous tutelle, justement, anglo-américaine, on voit ce qui se passe. Donc, si on perd toute autonomie vis-à-vis de l'Amérique, voilà ce qui arrive, c'est-à-dire, on s'en doutait un petit peu, mais là, c'est la marche d'après. Hein. C'est vraiment, Et ça peut aller si vous loin, votez hein, ça peut mal, aller loin parce qu'il faut garder à l'esprit aussi ce qui s'est passé au Japon il y a 2 ans avec le président qui s'est fait assassiner. Alors, on nous a fait croire, on avait une histoire pour enfants en nous disant que c'était un étudiant dont la mère était dans une secte à laquelle appartenait le président, qui a été tué par un étudiant. Bon, ça, c'est l'histoire pour les gens qui se contentent de lire le journal une fois par jour, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Shinzo Abe, malgré son discours très nationaliste, pro-japonais et tout ça, avait des canaux de discussion ouverts avec Pékin et avec la Russie. Il était en train de régler la question des courriels en sous-marin avec la Russie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait assassiner. Donc ça peut aller très loin. Là, quand un État vassal essaye quand même de faire valoir un petit peu, de retrouver un tant soit peu de souveraineté, ça peut aller jusque-là. Ah oui, bah ça, c'est vraiment sujet de méditation. Et on est content de vous avoir, Laurent, justement, parce que la focale, on voit bien comment ils font. On s'obsède sur un sujet, on nous dit, regardez, c'est là que tous les enjeux ont lieu, hein, Russie ou Proche-Orient. Et puis hop, en sous-main, on voit que ça évolue très très vite dans d'autres contrées du monde où finalement, on peut même dire que se concentrent les 3/4 de la population. On l'a vu, hein, Kazan, les BRICS. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que le G7, que la population de l'Occident. Il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Merci beaucoup, Laurent. Je vous laisse avec Raphaël pour la suite de ces échanges. J'étais content de vous avoir parce que ces dernières fois, c'était voilà, on avait fait des chroniques donc en direct. Je vous remercie beaucoup, Laurent, de cette Merci à vous. participation et je laisse Raphaël continuer cet entretien. Et donc, je suis de retour. Bonjour Laurent. Alors, petite question posée par le chat qui me semble nécessaire à répondre, c'est vrai sur la situation sud-coréenne. Après, on va pouvoir attaquer le sujet chinois parce qu'il y a de l'actualité importante sur la guerre économique et technologique. La loi martiale est-elle en fait simplement suspendue? Comment est-ce qu'on pourrait en fait analyser la situation politique? Est-ce qu'il y a un statu quo ou alors il y a eu vraiment une annulation du phénomène? Non, il a été annulé. Hein. C'est le Parlement, à l'unanimité des votants, qui a décidé d'annuler la loi martiale. Donc, il n'y a pas eu de suspension. La façon dont le président l'avait décrété était aussi légale selon la constitution sud-coréenne. Le président peut, dans certaines circonstances, il a le droit de déclarer la loi martiale. Mais là, il l'a fait sous des prétextes fallacieux qui étaient en fait se protéger lui-même de toutes ces turpitudes, on va dire. Et ça n'avait absolument rien à voir avec la protection de la démocratie. On ne décide pas d'annuler la liberté pour protéger la liberté. Donc voilà, ça a
Ça a été, comme je disais tout à l'heure, ça a été dénoncé par son propre parti. Hein, c'est pas juste l'opposition qui a lutté contre lui. Et évidemment, toute l'opposition l'a suivi là-dedans. Et l'armée s'est soumise en fait à la volonté populaire, puisque dès que le Parlement a dit c'est illégal, il faut que ça cesse, l'armée est rentrée dans les casernes, la police est rentrée dans les casernes, et les manifestations sont arrêtées. Ça, c'est quand même un phénomène intéressant de voir la réaction de l'armée. Ne pas oublier que l'armée, par définition, suit les règles, c'est-à-dire les règles de ceux qui donnent une décision de pouvoir. Donc, si on se trouve dans une oligarchie, malheureusement, ça veut dire qu'en France, si on veut se plaindre du fait qu'on meurt à petit feu, on se retrouve avec des coups de LBD dans les yeux et on doit dire pardon. Mais là, en tout cas, on peut voir que le peuple peut s'exprimer, ce qui permet en tout cas et puis, exactement. Et d'ailleurs, sitôt le vote est passé à l'Assemblée, au Parlement, il faut bien voir que tout ça s'est passé en 6 heures en pleine nuit. Hein. Le porte-parole du Parlement a dit à partir de maintenant, si l'armée reste dans la rue, continue d'essayer d'arrêter les présidents des partis d'opposition, ce sera considéré comme de la trahison. Et donc, ils seront arrêtés plus tard. Dernière question sur ce sujet, Laurent Mechelon, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs analystes que je suis et c'est vrai que là, cette affaire est apparue d'un coup, donc beaucoup d'informations ont circulé. Une question importante, c'est sur les conséquences de cet événement. Si on suit des analystes que j'apprécie beaucoup en termes de prospective, même si la précision temporelle est toujours difficile lorsque on essaye d'analyser les mouvements de l'histoire, c'est Philippe Fabry. Est-ce qu'on peut assister donc en fait à un premier signe d'un futur éclatement de la politique sud-coréenne? Est-ce que c'est un signe véritablement important d'un profond changement qui peut arriver? Parce que ce n'est pas quand même un événement anodin. C'est-à-dire que, imaginons en France, il y avait en fait une loi martiale qui s'imposait et en 6 heures, ça m'étonnerait qu'on puisse voir nos hommes politiques aller à l'hémicycle de nuit. Ils ne font déjà pas de base. Enfin, si, seuls ceux qui imposent les mauvaises règles. Ceux qui veulent imposer les lois mortifères, eux, sont toujours présents. Est-ce qu'on peut assister donc à un changement profond de la politique sud-coréenne? Une question qui me semble quand même importante, étant donné que c'est un point central à la fois pour les États-Unis, et on le voit avec les relations nord-coréennes aujourd'hui, mais même avec le grand changement géopolitique mondial que l'on observe aujourd'hui, ça peut avoir, à mon avis, des conséquences assez fortes. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas spécialiste de la politique de la péninsule coréenne. J'ai plus suivi à une époque la Corée du Nord que la Corée du Sud. La Corée du Sud, en tant qu'État vassal, je me disais qu'il suffisait de suivre la politique étrangère américaine, on savait ce qui allait se passer en Corée du Sud et au Japon. Mais là, pour le coup, en plus de toutes les oppositions personnelles sur le président Yoon, il y avait quand même une tendance dans l'opposition en Corée du Sud qui était, tout parti confondu, pas de se rapprocher forcément tout de suite de la Corée du Nord, mais en tout cas d'arrêter cette politique belliqueuse qui est contrôlée depuis Washington et qui a fait qu'on voit cette espèce d'escalade petit à petit, alors de façon très spéciale, ça serait pas comme ça que ça serait en Europe, mais s'envoyer des ballons avec des ordures, de l'autre côté d'envoyer des ballons avec des tracts appelant à la défection. Voilà, bon, il y a une escalade quand même avec un discours de plus en plus, on va dire, menaçant de la part de la Corée du Nord, qui réagit donc normalement à toutes les attaques. Et donc, tous les partis d'opposition de Corée du Sud ont envie d'arrêter ça. Ils ont envie de retourner à une époque, il y a environ 10-15 ans, où il y avait une zone économique spéciale à la frontière entre les deux, avec des usines sud-coréennes qui fabriquaient des produits en Corée du Nord, avec un certain nombre d'échanges. C'était une période, on peut pas dire que c'était une période idyllique, mais enfin, il n'y avait pas de possibilité de conflit immédiat. Alors que là, vraiment, on a l'impression qu'il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Les États-Unis ont stationné des sous-marins nucléaires depuis le début de l'année en Corée du Sud, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Alors, c'est aussi bien une menace vers la Corée du Nord que vers la Chine. Donc, c'est vraiment et tous les partis d'opposition et on va dire des patriotes en Corée du Sud savent très bien que tout ça, ça joue contre le peuple coréen. Donc, il y a, je dirais. Excusez-moi Laurent, petite question, parce qu'on a eu Sylvain Ferrat qui avait fait un très bon rappel sur le sujet des sous-marins nucléaires. Quand on parle de sous-marins nucléaires, est-ce qu'on parle de sous-marins à propulsion nucléaire uniquement, ou alors de sous-marins qui peuvent posséder des armes nucléaires? C'est complètement différent. Alors justement, c'est là que c'est encore pire pour la Corée du Sud, c'est que ce sont des sous-marins qui ont des armes avec des missiles avec des ogives nucléaires. Ce qui n'est pas le cas en Australie, où effectivement c'est des sous-marins à propulsion nucléaire,
mais encore avec des armes conventionnelles. Mais de toute façon, c'est un premier pas. À partir du moment, surtout dans un pays comme l'Australie, il faut se rappeler le Rainbow Warrior dans les années 80. L'Australie, c'est un pays qui est très opposé à tout ce qui était nucléaire. Donc là, faire rentrer des sous-marins nucléaires dans l'AUKUS, c'est un premier pas. Mais la Corée du Sud, c'est encore pire. C'est des bâtiments avec des armes nucléaires. Donc voilà, on voit tout de suite l'escalade. Et c'est la même chose qui se passe à Taïwan. De toute façon, c'est Taïwan qui va devenir le dépôt d'armes de l'armée américaine dans l'Asie Pacifique. C'est déjà en cours de route. Il y a déjà 10 milliards de dollars US qui ont été octroyés à Taïwan pour ça. Et encore, on ne nous a pas encore parlé dans les médias, mais ça commence à transparaître. Il y a 26,8 milliards qui sont de prêts, en fait, qui sont déjà octroyés à Taïwan dans les prochaines années pour des achats massifs d'armes. C'est pas juste comme dans les années précédentes, 300 millions par-ci, 400 millions par-là pour mettre à jour des F-16 un petit peu vieux. Là, on va vraiment sur de l'achat d'armes létales de très haut niveau. Et donc, voilà, c'est une escalade. Il est normal que, enfin, quand on sait ça, il est normal que la Corée du Nord réagisse comme elle le fait. Or, nos médias ne nous parlent que des essais de missiles nord-coréens. On a l'impression qu'on a un fou qui s'amuse à appuyer sur le bouton rouge en permanence. Mais à chaque fois que la Corée du Nord fait un essai balistique, c'est parce que c'est une réponse à une avancée militaire dans la région, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud. Oui, ça, il y a un autre aspect. N'oublions pas que si on se base uniquement sur les médias occidentaux, Kim Jong-un, vous allez avoir deux types de présentations. Soit évidemment les essais nucléaires constants pour vouloir en fait faire exploser le monde entier. C'est bien connu que la Corée du Nord a été une menace éternelle de l'humanité. En tout cas, quand on lit des articles, on fait ah bon. Et aussi Kim Jong-un, qui est comme Poutine. Je vous rappelle Poutine aux 14 cancers, aux monotesticules et tout le tralala. Eh bien, Kim Jong-un, vous avez simplement la présentation d'un dictateur aux mœurs totalement dépravées, ce qui n'est absolument pas le cas évidemment de nos élites occidentales. Donc c'est quand même important d'amener quand même de la rationalité. Donc on va déplacer un petit peu la focale parce que là c'est vrai que le sujet taïwanais est quand même très important. On va commencer à parler de la Chine, mais restons sur le sujet taïwanais avec une simple question. Et ça nous permettra de faire très rapidement le pont avec l'actualité chinoise et américaine. On a Donald Trump qui va devenir effectivement de manière effective le président à partir du 20 janvier. On a son cabinet qui a commencé à être composé, en tout cas les nominations. Il faudra voir en tout cas les conversions qui vont se faire ou non, mais normalement, une fois que c'est annoncé, ça devrait être à chaque fois la bonne personne qui va ensuite prendre son poste. Donald Trump avait expliqué sur le sujet taïwanais que les Taïwanais allaient devoir payer leur sécurité et payer leur défense. Donc on pouvait, selon certaines analyses, peut-être s'attendre encore une fois dans cette stratégie, certes, d'un côté de bras de fer, c'est-à-dire la force américaine qui revient dans la diplomatie, qui refuse de perdre du terrain, mais aussi on aurait pu interpréter ça comme un retrait au niveau des tensions et des escalades avec la Chine. Ça aurait pu être un angle. Cependant, on a eu une déclaration de Donald Trump, c'est-à-dire une déclaration de guerre contre l'organisation économique des BRICS. Tous ceux qui quitteront le marché du dollar se prendront des taxes, des frais de douane à 100%. Et là, on a vu justement une nouvelle modification qui est faite par les États-Unis, pas par Donald Trump, mais il faudra essayer d'anticiper comment il va gérer ça. C'est-à-dire le fait d'augmenter les contrôles de douane sur l'export de certains produits de la part de la Chine. La Chine qui a immédiatement répondu avec donc là en fait un bannissement, c'est-à-dire de certains produits d'exportation très importants. Ce sont des terres rares. Alors je vais vous dire exactement les noms que je ne me trompe pas. Excusez-moi. C'était le gallium, le germanium et l'antimoine, et qui sont en fait des matériaux qui sont nécessaires dans les hautes technologies, que ce soit dans la fameuse guerre des semi-conducteurs, mais aussi les technologies militaires. Alors donc Laurent Michelon, que se passe-t-il? Ah oui, c'est dense comme question. Alors, je dirais que Donald Trump, alors premièrement, effectivement, son tweet sur les menaces, la menace contre les BRICS, qui tenterait de dédollariser le monde. Alors, bon, déjà, moi, je savais que les monnaies, ça pouvait être adossé à de l'or, ça pouvait être adossé à de l'argent, mais je savais pas que ça pouvait être adossé à des menaces. Enfin bon, là, c'est une première mondiale. Les États-Unis, enfin, le dollar US est une menace adossée, est une monnaie adossée à des menaces. La deuxième chose, c'est que les États BRICS ne sont pas dans une entreprise de dédollarisation volontaire. Il faut bien dire, c'est ce que disait Vladimir Poutine, il disait, c'est pas nous qui ne voulons pas utiliser le dollar US, c'est le dollar US qui nous est interdit d'utilisation.
Donc, on est obligé de passer par nos monnaies nationales et de faire notre commerce dans les monnaies nationales ou étrangères. La Russie ne fait pas son commerce bilatéral principalement en rouble, elle le fait principalement en yuan chinois, même avec des pays autres que la Chine. Donc, il n'y a pas de tentative de dédollariser. De fait, il y a une dédollarisation parce que le dollar a été militarisé. Donc, il est interdit d'utilisation à des États qui ne suivent pas les injonctions américaines. Mais, par exemple, du point de vue de la Chine, elle pourrait dédollariser dès demain, mais ça serait stupide parce que elle détient tellement de ses avoirs en dollars US qu'à partir du moment où elle commencerait à dédollariser, elle perdrait mathématiquement une énorme partie de son épargne. Donc, il y a effectivement une tendance vers un assortiment de monnaies utilisées dans le commerce. Donc, la Chine encourage toute l'Asie du Sud-Est à commercer dans leur monnaie à eux, pas en yuan, mais enfin, pas forcément dans yuan, mais également dans leur monnaie à eux. Elle travaille avec l'Arabie Saoudite en yuan et pas en dollars. Mais effectivement, ça fait peur aux États-Unis. Donc, ils ont décrété que le reste du monde, les BRICS, se liguaient contre eux pour faire effondrer le dollar. Ça pourrait être fait demain. Or, ça n'est pas fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'effort de dédollarisation brutale et, on va dire, catégorique et irréversible. Ça dépend uniquement de l'attitude des États-Unis. Si les États-Unis arrêtent de menacer tout le monde et de leur interdire, de les sanctionner, de saisir leurs avoirs ou de les geler ou de même les voler, le dollar US pourrait redevenir, on va dire, une monnaie de référence comme d'autres. Mais il est sûr que, comme les États-Unis ont utilisé cette menace pas seulement contre des États, on va dire, insoumis, hein, c'est pas juste des États du Sud global. Non. Je rappelle que la France, la BNP s'est pris 10 milliards de dollars US d'amende. Bien ça a déclenché un phénomène de peur dans tout l'Occident, pas juste dans le Sud global, mais dans l'Occident, on s'est rendu compte que le dollar était en fait un piège. C'était un piège d'économiser en dollars. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, si on lit le tweet de Donald Trump, on se rend compte que c'est pas lui qui l'a écrit. Contrairement à beaucoup de tweets qu'il écrit, celui-là visiblement a été écrit par quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il faut bien savoir. Enfin, à mon avis, je pense que le Trump 2.0 est beaucoup plus dans la main d'intérêts, on va dire cachés, de lobby, qu'il était dans la première version. Là maintenant, on sait de qui il a pris de l'argent pour sa campagne. On sait toutes les menaces qui pèsent sur lui, hein, les tentatives d'assassinat d'ailleurs. Pardon ? Mais de qui, M. Laurent Michon, a-t-il pris de l'argent ? De plein de lobbies. Il a pris de l'argent de lobby du lobby militaire. Il a pris de l'argent de la veuve de Sheldon Adelson, qui était un des plus grands contributeurs de l'EPAC, donc le lobby juif aux États-Unis. Donc tout ça est connu, tout ça est assumé de absolument tous les côtés. Donc c'est plus le même. On peut pas dire que quelqu'un qui a pris 100 millions de l'EPAC, il va avoir la même politique que s'il l'avait pas pris. Donc voilà, on va avoir un Donald Trump qui est beaucoup plus dans la main des lobbies. Et c'est pour ça, à mon avis, que sa déclaration pour Taïwan en disant si Taïwan ne paye pas pour sa défense, il n'y aura pas de défense. C'est à mon avis, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où ça donne le choix aux autorités à Taïwan de dire non aussi, de dire écoutez, nous on croit pas qu'on a quelque chose à craindre militairement de la Chine. Donc on va pas prendre votre offre. Et ça permet à Donald Trump de se retourner vers le lobby des armes, les marchands de canons aux États-Unis, qui, on le sait, sont le plus puissants aux États-Unis depuis 1945, et de leur dire écoutez, ils en veulent pas. Alors que s'ils n'essayent pas de faire son travail de vendeur d'armes, de marchand de canons, là, ils peuvent effectivement le faire sauter comme ils ont fait sauter d'autres présidents avant lui. Voilà. Donc, je dirais que aussi bien du côté de l'OTAN que du côté de Taïwan, dire on ne vous protégera pas si vous ne payez pas, si vous ne passez pas à la caisse, ça a l'air très mafieux comme discours, ça l'est effectivement, mais ça donne aussi l'opportunité à celui qui se fait racketter de dire j'en veux pas. Et là, ça met Donald Trump dans une position de faiseur de paix en disant écoutez, on vendra pas de canon puisqu'ils en veulent pas. Et ça lui donne en plus l'opportunité de continuer à faire de la diplomatie, on va dire exceptionnelle, comme il l'avait fait quand il avait rencontré Kim Jong-un par 2 fois lors de son premier mandat. Et on sait qu'actuellement, son cabinet en préparation est déjà en train de négocier avec la Corée du Nord pour une nouvelle rencontre. Donc voilà, peut-être que sa marge de manœuvre est beaucoup plus étroite que pendant son premier mandat, mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Asie et pour l'Europe. Alors,
Lorsqu'on prend cet élément, oui. D'ailleurs, je me pose la question si finalement si on se base sur la cohérence, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre donc finalement à un resserrement du contrôle américain sur Taïwan? Parce que j'avais posé aussi une autre question, donc là, je vous la repose, Laurent Michon. Donc, quid des relations avec la Chine, avec cette actualité qui est quand même très importante, parce que on l'avait déjà expliqué de nombreuses fois lors de différentes chroniques, et c'est aussi un sujet que vous développez sur vos contenus. Je rappelle, Valise Diplôme, mais aussi la nouvelle édition de comprendre la relation Chine-Occident, que je vous invite et que je vous force même, je vous oblige tous à vous l'offrir pour Noël, et surtout à l'offrir à votre entourage qui veulent avoir des informations claires sur ce sujet qui est trop peu traité, avec peu d'informations objectives et surtout une rationalité. Donc là, on voit une guerre technologique en fait qui s'annonce clairement, ou en tout cas les annonces, là, surtout avec la Chine qui réagit toujours immédiatement. On a les États-Unis qui parlent de contrôle sur les exportations, c'est-à-dire en fait un renforcement des contrôles, et la Chine répond avec un bannissement total des exportations sur certaines, sur certaines matières. Donc est-ce que là, on assiste officiellement et obligatoirement donc à cette fameuse guerre technologique et économique? Mais il y a un bras de fer qui est, à mon avis, très médiatique, en fait, plus qu'autre chose, parce que si la Chine, effectivement, met à exécution sa menace, euh, de l'analyse même de think tank américains, l'armée américaine ne tiendrait pas très longtemps. Si toutes ces matières premières et ces composants, il faut savoir quand même qu'il y a énormément de composants des missiles américains qui sont faits en Chine. Donc, s'il y a vraiment un embargo total, ça serait ça serait au détriment de l'efficacité de l'armée américaine. Donc, je pense que là, on est vraiment dans de l'escalade médiatique de l'ordre du discours. C'est vraiment essayer de voir jusqu'à où l'autre pourrait aller. C'est évidemment la Chine qui est très testée par les États-Unis. On peut vraiment tester la résolution de la Chine à défendre ses revendications sur Taïwan. Mais c'est la même chose qu'avec l'Europe. On voit ce discours qui a été fait sur l'Europe sur le thème des véhicules électriques. Où en fait, on se rend compte maintenant que dans les faits, c'est beaucoup moins anxiogène que ça l'était il y a quelques mois. La négociation continue, des compromis ont été trouvés, c'est pareil du côté de l'imposition des codes sur les cognacs français. La discussion est toujours en cours et on est déjà en train de parler de réduction de la surtaxe. Donc voilà, c'est un discours très macho des deux côtés. La Chine n'a plus l'intention de se laisser faire. D'ailleurs, c'est le seul élément nouveau, on va dire, dans la relation sino-américaine, c'est que la Chine ne se laisse plus faire. La Chine n'est plus ce fournisseur de produits à bas prix et qui se contente d'avoir la minorité dans les marges. Maintenant, la Chine développe ses propres technologies, veut les vendre sous ses propres marques et elle n'hésite pas on va dire, à renvoyer les États-Unis dans leur but quand ils franchissent une ligne. Voilà, tant qu'ils ne respectent plus la souveraineté chinoise, la Chine fait valoir sa souveraineté. Voilà, c'est l'élément nouveau auquel les gémons anglo-américains n'étaient pas habitués. Qu'un État puisse leur dire non, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Absolument, c'est un rappel extrêmement important, c'est-à-dire que la Chine aussi a les moyens maintenant, en fait, de pouvoir dire non. Et c'est ça, Oui. on parlait, on parle de la Chine sous plein d'angles, à juste raison, c'est-à-dire le phénomène de la désindustrialisation qui a permis en fait à la Chine de devenir en fait l'usine du monde et finalement après de créer en fait une dépendance envers la Chine, mais aussi n'oublions pas le phénomène des brevets, parce que là il faut expliquer aussi que les Chinois ont été quand même extrêmement agressifs, extrêmement, enfin très subversifs. La guerre sur les brevets technologiques qui a été réalisée par les Chinois aujourd'hui leur permettre d'être au sommet, d'avoir rejoint le podium des innovations technologiques, et donc sur tous les terrains, enfin sur énormément de terrains, pas tous, parce qu'évidemment la Chine connaît des crises et il faudrait d'ailleurs qu'on mette à jour certaines chroniques, par le biais de chroniques, la crise immobilière ou certaines bulles qui pourraient éclater en Chine. Mais en tout cas, on voit que la Chine est vraiment montée sur le podium sur de nombreux terrains extrêmement importants dans les rapports de force diplomatiques. Et là maintenant, c'est-à-dire que c'est un autre monde qui se présente à nous et qui va, à mon avis, s'exposer clairement, surtout avec l'investiture de Donald Trump. N'oublions pas, j'en avais parlé hier lors du matinal et je n'ai toujours pas retrouvé le nom de la journaliste qui avait fait ce commentaire, journaliste française sur un plateau télé de médias de grand chemin, qui expliquait qu'elle revenait d'un voyage en Asie et qui avait expliqué que ça lui avait fait un choc parce qu'elle s'était rendu compte à quel point, en fait, par exemple, l'Europe n'était pas en retard, mais hors du monde. Et que la Chine, c'est vraiment un monde totalement nouveau et qui va pouvoir imposer totalement ses velléités.
Oui, alors je n'irai pas jusque-là. Je pense pas que la Chine a l'intention d'imposer ses velléités à qui que ce soit, parce que c'est pas dans sa tradition diplomatique ni même culturelle. Mais par contre, c'est sûr que maintenant, ce sera plus l'État docile auquel les Occidentaux étaient habitués depuis l'ouverture économique en 1978. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans le sens où même la Russie, à la sortie du communisme en 1991, pendant les 10 premières années, ça a été vraiment open bar pour l'hégémon anglo-américain. Et la Russie n'a pas dit non, au contraire. Ça s'est arrêté quand Poutine est arrivé au pouvoir. Mais là, la Chine, c'est tout de suite, il n'y a pas eu de possibilité pour l'hégémon anglo-américain de vraiment mettre un pied dans la Chine, de l'influencer de la façon dont il a toujours influencé les autres États. Là, il se retrouve avec un État qui est sorti du communisme et qui est re-rentré, enfin pas, pardon, qui est rentré dans le communisme et qui a tout de suite su faire valoir sa souveraineté. Voilà. C'est quelque chose, je dirais, c'est le premier État qui dit vraiment non de façon frontale. Et ça a pris des années avant que ce soit frontal, parce que pendant des années, ça a été très poli et beaucoup de recherche de négociation. Mais là, on arrive à un point où effectivement les géants anglo-américains essaient vraiment tellement de franchir des lignes, de passer en force, que on se retrouve avec une Chine qui devient maintenant beaucoup plus réaliste dans sa diplomatie qu'elle l'a jamais été dans son histoire. Merci beaucoup, Laurent Michon. Donc, dernière question, enfin, dernier sujet pour essayer un peu de mettre à jour l'actualité des activités chinoises à l'étranger. Quand je dis activité, c'est-à-dire la Chine en tant que médiateur du monde. N'oublions pas que ça a été, c'est une des positions assumées de la Chine et qui a été d'ailleurs reçue par de nombreux pays occidentaux. Première question, c'est la position actuelle de la Chine. Est-ce qu'il y a eu un changement particulier sur le conflit russo-ukrainien? Si je pose la question, c'est parce que moi, je me souviens, il y a encore quelques mois, du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui s'était rendu en Chine pour tenter, sur un terrain considéré comme plus neutre, et bien de pouvoir créer un terrain de négociation, des discussions avec les autorités russes. Est-ce que la Chine reste finalement dans une forme de neutralité, une forme de médiation? Est-ce qu'il y a un soutien plus affirmé face à ce qui risque d'arriver là dans les mois à venir avec l'investiture de Donald Trump, notamment par rapport aux relations avec la Russie? Est-ce qu'il y a un changement particulier? Alors, il y a eu un glissement, on va dire, progressif, dans le sens où au début du conflit, la Chine a rappelé qu'elle avait un accord stratégique aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine, et qu'il ne s'agissait pas pour elle de prendre parti pour l'un contre l'autre. C'est deux partenaires auxquels elle tient énormément. Et il faut se rappeler que la Chine avait essayé d'investir dans une marque de motorisation d'avions ukrainienne, Zich Motor, dans les années 2000 et 2010, pardon. Et c'est les États-Unis qui ont fait capoter le deal. Donc on voit là aussi, hein, dès que l'Ukraine essaie de se rapprocher soit de la Russie, soit de la Chine, c'est les États-Unis qui arrivent derrière pour faire capoter le deal, qu'il soit politique ou économique. Voilà. Donc la Chine avait une relation très étroite avec l'Ukraine depuis très longtemps, mais elle a fait savoir qu'elle prendrait pas de côté ni l'un ni l'autre. Et donc c'est pour ça qu'elle avait proposé un plan de paix dès le début, par deux fois, qu'elle avait modifié plusieurs fois, un plan en 6 points et puis un plan en 12 points, et qui ont été refusés d'un revers de la main, aussi bien par les Occidentaux que par Zelensky lui-même. Et depuis, on voit que donc l'escalade qui s'est produite sur le terrain, et l'armée chinoise a déclaré qu'elle soutiendrait inconditionnellement l'armée russe. Alors ça a été déformé dans les médias occidentaux comme étant un soutien militaire. C'est l'armée chinoise qui, de façon assez vague, a dit on fera ce qu'il faut pour soutenir la Russie. Alors, il n'y avait pas eu d'envoi d'armes létales, mais on peut très bien imaginer un soutien logistique, un soutien technologique à la Russie, ce qui est absolument normal entre deux États qui sont partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment bloque sur le côté occidental et qu'ils essaient d'utiliser. On voit encore la ministre des Affaires étrangères allemande qui s'est rendue en Chine là, récemment, cette semaine, en insultant au préalable son hôte chinois, justement sur la question qui n'est pas prouvée. Elle dit la Chine vend des armes à la Russie, c'est inadmissible. La Chine met de l'huile sur le feu. C'est absolument fantastique d'avoir la ministre des Affaires étrangères allemande qui accuse la Chine de mettre de l'huile sur le feu dans le conflit russo-ukrainien, alors que c'est tout le contraire. Et là encore, elle n'est pas choquée des ventes d'armes américaines à Taïwan. Voilà. Bon, elle est choquée par des ventes hypothétiques de la Chine à la Russie, mais par contre des armes vendues et qui s'est annoncé dans tous les journaux par les États-Unis à Taïwan, ça ne la choque pas. Voilà. Mais donc la Chine maintenant
a fait savoir que elle sait très bien qu'elle est dans le viseur de l'hégémon anglo-américain, qu'après la Russie, elle est la prochaine sur la liste. Donc, il y a plus de pudeur, enfin, il n'y a plus besoin d'être timide en disant qu'ils sont clairement du côté russe, mais toujours en appelant à une résolution pacifique du conflit, à éviter l'escalade, à ne surtout pas aller du côté du nucléaire, des choses comme ça. Voilà. C'est un discours qui appelle à la désescalade, mais dans un contexte où on voit très bien que l'hégémon anglo-américain pousse à l'escalade et justement cherche à attirer la Chine aussi dans ce conflit. Tout à fait. Et donc, une position pour être pour une forme de désescalade, mais avec aussi souvent des actions de coopération. Mais là, j'aimerais que l'on puisse se déplacer rapidement, faire un tour d'horizon plutôt large, c'est-à-dire on a de l'actualité importante au Proche et Moyen-Orient. Donc on a notre OSS 117 national, Emmanuel Macron, là, qui est en voyage en Arabie Saoudite, qui va sûrement nous en livrer des vertes et des pas mûres pendant que la France est en pleine crise politique. C'est toujours ça, c'est la petite touche à la Macron. Mais on a donc une évolution importante, c'est-à-dire avec le cessez-le-feu non respecté par Israël entre Israël et le Liban, le conflit donc israélo-palestinien. On a maintenant des opérations en Syrie. On sait que la Russie a une position très importante et des actions extrêmement importantes pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Il faut quand même rappeler que récemment, encore il y a quelques mois, la Chine a créé organisé une réunion historique en amenant des responsables palestiniens. Donc, comment la Chine, avec cette nouvelle évolution, c'est-à-dire que là, on est face à une fausse pause, parce qu'encore une fois, le feu n'est pas respecté par Israël, mais on voit de nouvelles opérations en Syrie. Est-ce qu'on peut assister, s'attendre à une réaction particulière de la Chine sur ce territoire-là ? Oui, alors pas en Palestine. La Chine, j'ai fait une émission là-dessus sur mon canal Valise Diplo là, sur YouTube, sur la position chinoise sur la question palestinienne qui n'a pas varié depuis 1955. Donc c'est un soutien inconditionnel à la cause palestinienne, une solution à 2 États, frontière de 67, capitale à Jérusalem, ça n'a jamais changé. Ça sert pas à grand chose, visiblement, vu le gouvernement en place en Israël actuellement. Ensuite, c'est si on se déplace sur la Syrie, là, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à quelque chose de beaucoup plus concret sur le terrain de la part de la Chine, parce qu'il faut savoir que cette région-là, il y a des milliers de Ouïghours qui sont du côté des takfiristes. Il y a également, et ça fait des années que ça dure, il y a la Turquie qui tolérait à la frontière entre la Russie et la Turquie plus de 200 000 Turkmènes qui étaient en entraînement militaire payés par la Turquie. Et des Turkmènes, il faut se rappeler que c'est la frontière avec la Chine. Donc tout ça, faut se rappeler que la Turquie n'a pas abandonné le panturquisme, surtout Erdogan. Et donc, tout ça, c'est des questions qui concernent la Chine directement parce que c'est des gens qui cherchent à retourner ensuite, soit en Chine, soit à la frontière avec la Chine. C'est des gens qui sont entraînés au terrorisme, qui ont été entraînés pour ça, qui ont été maintenus dans cette région, justement pour échapper à toute supervision ou à toute, on va dire, à toute feu de la rampe des médias occidentaux. On ne sait pas ce qui se passe, mais par contre, on sait qu'ils sont là. Et c'est des milliers de Ouïghours. Et ces gens-là, légalement, pourraient rentrer en Chine n'importe quand. Donc, est-ce que ça va amener une intervention de troupes chinoises du côté russe et du côté syrien? Je sais pas. C'est pas vraiment dans la tradition chinoise, mais là, il s'agit quand même, étant donné l'état du monde actuel, ça resterait, on va dire, dans le cadre de la préservation de des intérêts chinois. Alors, est-ce que ce sera une présence humaine? Est-ce que ce sera une assistance humanitaire et éventuellement technologique ou militaire? Je sais pas, mais je pense qu'on va voir en Syrie une intervention chinoise comme on n'en a pas vu auparavant. Merci beaucoup pour cette précision, Laurent. C'est vrai que c'était à dessein que je posais cette question, c'est qu'on oublie, c'est-à-dire l'impact que ça a directement avec la Chine, en tout cas les relations avec la Chine. Même le sujet ouïghour est quand même aussi important. Faudrait qu'on puisse le préciser parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet, notamment lorsqu'on écoute tous les influenceurs qui s'étaient mobilisés, comme des Omar Sy, etc., pour nous expliquer qui était le camp du bien, qui était le camp des pas beaux.
bout. C'est même pas le camp du mal, c'est vraiment l'infantilisation jusqu'au bout. Donc il va falloir apporter un petit peu plus de clarté sur ces sujets. Mais en tout cas, là, on assiste, comme on l'a dit, à un point de tension qu'il faudra surveiller. Et je suis sûr, Laurent, que vous pourrez revenir pour nous expliquer dès qu'il y aura un changement, eh bien, ce qui se passe réellement. Merci beaucoup, Laurent, pour ces analyses. Un dernier rappel évidemment sur le moyen de suivre les travaux de Laurent Michelon qui sont absolument excellents. Je le répète, c'est une des rares sources que vous pouvez trouver francophone pour avoir l'actualité en Asie et plus spécifiquement en Chine. Vous avez le canal Telegram, vous avez le canal X, donc vous recherchez Laurent Michelon, et sur sa chaîne YouTube, c'est Valise Diplo. Voilà, et bien sûr, offrez-vous de la lecture, faites monter le niveau de votre entourage en offrant de bons livres avec Comprendre la relation Chine-Occident, la nouvelle édition revue et augmentée. Exact. Merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, on se dit à très bientôt, Laurent, peut-être pour une chronique ou une autre participation. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et chers spectateurs, on se retrouve tout de suite pour conclure cette matinale qui a eu quelques petits soucis techniques, mais qui finalement a permis de faire un bon tour d'horizon géopolitique. Merci beaucoup, Laurent, et à très vite. À bientôt.